Merci d'être venus si nombreux pour cette conférence. Enfin, j'imagine que vous n'êtes pas venus que pour moi, parce qu'il y a aussi d'autres conférences après. Mais bon, je vais faire comme si c'était que pour moi, donc ça me fait très plaisir. Je m'appelle Olivier Sauvage, je suis fondateur et directeur d'une agence qui s'appelle Wexperience, qui est basée à Lille. On est une agence d'UX et on accompagne nos clients dans la conception de leur expérience utilisateur. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet très simple. Alors, j'ai que 15 minutes pour vous parler, donc je vous dis sujet simple, mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à raconter, qui est le sujet de la refonte de site. Alors évidemment, vous pouvez prendre ce sujet-là comme de la refonte de site web à proprement parler, mais en réalité, on pourra appliquer tout ce que je vais vous dire aussi à la refonte d'applications mobiles, voire à la conception et à la création d'applications de sites web mobiles, d'applications, peu importe. Ce qui est vraiment important, c'est de comprendre qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui se lancent dans des projets digitaux et ces projets digitaux sont souvent longs et compliqués. Et c'est pour ça que je voulais vous parler de la refonte de site, parce que c'est quand même en général le plus gros projet digital avec lequel on peut se retrouver entre les mains. Et je pense que quand on parle de refonte de site, tout le monde un jour s'est retrouvé face à ça. Donc je pense qu'il y a pas mal de geeks parmi vous qui connaissent ce petit cartoon. Il est très célèbre, mais il résume parfaitement ma pensée actuelle, qui est de dire que si vous ne mettez pas en place les bonnes méthodologies, si vous ne pensez pas utilisateur, vous risquez d'aller au-devant de pas mal de problèmes de ce type-là. Alors évidemment, tous les projets web n'aboutissent pas à ce genre de problématiques, mais il n'empêche que si aujourd'hui vous ne mettez pas en place des méthodologies adaptées, et notamment une démarche de conception centrée utilisateur, vous allez au-devant de tout un tas de problèmes que je ne vais pas résumer ici parce que ce serait un petit peu trop long. Pour expliquer et pour illustrer ce que je vais vous raconter, je vais vous parler d'un projet qu'on a mis en œuvre, nous, avec un de nos clients. Alors, peut-être qu'il est moins connu chez vous à Lyon que chez nous dans le Nord. Onebank, c'est un organisme de crédit qui s'appelait Banque Accor avant, et qui est en gros l'organisme de crédit de Auchan. Onebank, c'est donc une société qui fait du crédit à la consommation, mais pas que. Ils vendent énormément de produits et de services autour du paiement, essentiellement à destination des particuliers, évidemment. Ils ont quand même deux types de clients. Ils ont des clients en B2B et des clients en B2C. En B2B, ce sont des partenaires. Ce sont des distributeurs, ça va être Boulanger, ça va être Auchan, ça va être la Fnac, etc. etc. Leur site web, tel que vous le voyez là, c'était en 2017, en janvier 2017, était assez vieillissant. Et à un moment donné, il est apparu à Oné qu'il était temps de changer un petit peu les choses. Alors, ce que je pourrais faire aujourd'hui, c'est commenter devant vous cette unique page. Il faut savoir que dans ce projet-là, on a refondu à peu près une trentaine de pages, donc c'est une page parmi d'autres. Je pourrais commenter cette page-là, on y passerait pas mal de temps, mais ce que je vais vous montrer, c'est justement comment on fait pour analyser ce qui se passe sur un site web ou sur une application, et comment on peut faire pour refondre ces pages-là et créer une expérience utilisateur qui soit optimale en termes forcément d'expérience utilisateur, mais aussi de business. Première chose, je pense qu'il est extrêmement important, quand on se lance dans ce genre de projet, de mettre en place ce qu'on appelle une démarche itérative et une démarche centrée utilisateur qui comprend énormément de tests utilisateurs. Je vais en parler juste après. Ce qu'il faut retenir dans ce process-là, c'est vraiment la façon dont on avance avec le client, qui est une façon à la fois où on progresse en termes de conception et une façon où à la fois aussi on observe beaucoup les utilisateurs. C'est pour ça qu'on va beaucoup parler de tests utilisateurs. Donc, comme vous pouvez le voir, un projet comme ça démarre, comme tout projet, avec une prise de brief, avec une prise de connaissance du marché du client, de sa société, de son ADN, etc., de ses clients eux-mêmes, par un test utilisateur, extrêmement important, parce que c'est ce test-là qui va nous permettre, au démarrage du projet, de vraiment poser un vrai diagnostic sur ce qui se passe sur le site, sur ce qui va, bien sûr, mais aussi sur ce qui ne va pas. Et c'est bien sûr, en général, l'objectif de la refonte. Et puis après, comme vous le voyez sur ce schéma-là, on progresse, on produit des wireframes, on avance pas à pas. Et pour être certain qu'on avance toujours dans la bonne direction, on va notamment mettre en place des tests utilisateurs. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et c'est vraiment important de retenir la place des tests utilisateurs au sein d'une démarche centrée utilisateur. Comme vous avez pu le voir dans la slide précédente, on en conduit au moins 2, voire 3 sur chaque projet. Et c'est vraiment ces tests qui vont permettre de comprendre comment les gens utilisent une application. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, et j'espère qu'il défile bien, oui, c'est le cas, ce sont différents tests utilisateurs, et il y en a un qui a été mené pour Oné. On a en tout 12 ou 13 heures d'enregistrement vidéo, voire même encore beaucoup plus que ça. Vous verrez qu'il y a aussi d'autres types de tests utilisateurs qui sont conduits sur différentes applications.
Pour ceux qui n'ont jamais vu de test utilisateur, je pense que c'était vraiment intéressant de vous montrer cet aspect des choses. Donc c'est quoi un test utilisateur? C'est vraiment demander à des gens dans votre cible client d'utiliser votre application, d'utiliser votre site web, de regarder ce qu'ils font, de les observer. Comme vous pouvez voir, en fait, on filme vraiment tout ce qu'ils font. On filme leur navigation, on est capable de filmer leur regard, on utilise du matériel de eye tracking pour ça, on va filmer leurs expressions faciales, et aussi et surtout, on va enregistrer ce qu'ils disent. Parce que ce qui compte dans le test utilisateur, essentiellement, et de manière la plus importante, c'est vraiment ce que pensent les gens. Et ça, c'est très important à recueillir, c'est ce qui est le plus difficile à faire. Mais une fois que vous avez fait ça, vous êtes vraiment capable de comprendre comment un site web fonctionne. Et on arrive à une première étape, une fois qu'on a fait ce bilan, qu'on a fait ce test utilisateur, on va arriver à une première analyse. Alors ce que je vous montre là, c'est quelques défauts qui ont été relevés au cours de ce premier test. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que effectivement, on aurait pu commencer à dire, en tant qu'expert UX, bah voilà, sur cette page-là, il y a ça qui ne va pas, il y a les menus de navigation qui ne servent à rien, il y a du texte qui est trop touffu, il y a des choses qui ne sont pas comprises par les utilisateurs. Mais quand vous faites ça, en général, vous n'avez pas la confiance de vos interlocuteurs. Ils ne vous croient pas forcément. Quand vous le faites à travers un test utilisateur avec des gens qui sont vraiment vos utilisateurs finaux, là, vous commencez à obtenir des vrais insights. Et si je reprends cette page que je vous ai montrée tout à l'heure, vous voyez qu'il y a des choses qui sont apparues très nettement. On le savait, on le pressentait, bien sûr. Mais là, on a la preuve. Et donc, on a constaté, alors, je ne vais pas encore une fois rentrer dans le détail de tout ça, mais notamment que les gens ne lisaient pas forcément les textes qui étaient mis sur la page d'accueil, qu'on avait des call to action qui n'étaient pas forcément bien hiérarchisés. On s'est rendu compte que le menu qui se trouve en haut, à droite, n'était pas du tout utilisé. Donc évidemment, si un menu n'est pas utilisé, on aura tendance à dire enlevez-le. Et puis on a aussi constaté, par exemple, mais ce n'était pas que sur cette page, qu'il y avait énormément de textes qui n'étaient pas compris. Ce qui est un peu normal parce que dans le domaine du crédit à la consommation et des facilités de paiement, autant vous dire qu'en général, ce n'est pas très simple. Donc ça, c'était vraiment la première étape. Et au fur et à mesure qu'on avance, on ne fait pas que tester des utilisateurs, on mesure aussi tout ce qui se passe. Et ça, c'est aussi très important. Donc chez Wexperience, on a cette habitude à la fois de s'occuper de la partie, enfin de faire des études quali, donc de vraiment s'intéresser à l'utilisateur de manière très proche, mais on va également utiliser des outils qui permettent de mesurer, alors non pas l'expérience utilisateur, mais d'essayer de comprendre dans les grosses lignes ce qui se passe sur un site. Je vous montre quelques exemples. Alors, je ne vais pas vous parler de Web Analytics, je ne vais pas vous montrer des graphes et des chiffres, mais ici, juste deux exemples. Une carte de chaleur de click mapping et une carte de chaleur de scroll mapping. En gros, ça, c'est des choses qu'on obtient en posant un tag sur un site avec un outil, alors je peux vous le citer, c'est Hotjar, voilà, je fais de la pub gratuitement, et ça vous permet de déterminer notamment les endroits où les gens cliquent le plus sur une page, et ça vous permet, comme vous pouvez le voir aussi là-bas à droite, si les gens scrollent ou ne scrollent pas sur une page. Alors, pourquoi on fait ça? Ça vient en fait complémenter les informations qu'on peut retirer des tests utilisateurs. En test utilisateur, on va avoir des convictions très fortes sur des détails de l'interface. Par contre, on n'aura pas forcément une vue élargie de ce qui se passe sur un site. Et là, on va en apprendre beaucoup plus. Et si je prends simplement l'exemple de la page de droite, on constate très vite que le bas de la page n'est pas du tout regardé. Les gens ne scrollent pas. Conclusion, ça veut dire qu'il va falloir qu'on retravaille cette page, soit pour rendre plus visibles les contenus qui sont en bas, soit carrément pour les supprimer. Voilà, c'est une hypothèse de travail, bien sûr. Et puis la carte de clic nous indique que sur cette page-là, alors je ne sais pas si c'est exactement la même page ou une autre page, peu importe, on va avoir un call to action, une zone qui va être extrêmement cliquée, qui se trouve sous la ligne de flottaison. Donc ça, par exemple, c'est aussi un petit insight qui va nous dire que ce bouton-là, on aura plutôt intérêt à le remonter au-dessus de la ligne de flottaison afin de faciliter en fait l'accès à ce bouton au client. Et ça, c'est aussi une chose qui est extrêmement importante, de simplifier et de rendre plus rapides les parcours. Donc vous voyez que je vous ai montré deux exemples simples de manière de mesurer l'expérience utilisateur, les tests utilisateurs qui sont très très quali, et puis évidemment la data, donc les web analytics, et puis des outils comme ça de click mapping, c'est dur à dire, ou de scroll mapping, et ce qui nous permet de continuer à avancer dans le projet et de commencer à faire un travail de conception. Alors j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dans le web ici, donc tout le monde a déjà vu un wireframe, mais grosso modo en UX,
quand on commence à travailler la refonte d'un site, ce qu'on produit en premier, c'est du wireframe. C'est donc des maquettes fil de fer. Et on en produit beaucoup. Là, je vous en montre une. Sur un projet comme ça, il y avait plus de 30 maquettes pour la partie desktop et plus de 30 maquettes pour la partie mobile. Parce que là, je vous montre que du desktop, mais on a fait le travail à la fois sur mobile et sur desktop, forcément. On a évacué le côté tablette parce que, du point de vue web analytics, on s'est rendu compte que ce n'était pas forcément très intéressant de penser tablette. Et là, on commence à appliquer des premiers correctifs. Donc, encore une fois, tout ça n'est pas fait à l'instinct. C'est pas basé sur des convictions d'un web designer ou de quelqu'un du marketing ou d'un développeur. Les insights qu'on applique, les recommandations qu'on applique, elles sont faites sur la base de choses qu'on a vues, constatées et mesurées. Donc la différence avec une démarche normale, c'est que tout ce qu'on fait est mesuré, calculé de manière presque scientifique, j'allais dire. Donc je ne vais pas vous relire ce que vous avez à l'écran, mais vous voyez qu'on a travaillé notamment sur des aspects de hiérarchisation visuelle, en différenciant les deux principaux call to action qui se trouvent au-dessus de la ligne de flottaison. On a fait un énorme travail, même si ce n'est pas flagrant ici, mais je peux vous le dire, on a fait un énorme travail de réécriture de la plupart des textes du site. On les a notamment extrêmement simplifiés, raccourcis, pour les rendre plus lisibles, plus digestes. Et ça, c'est extrêmement important si vous voulez donner confiance à vos utilisateurs, parce que plus les textes sont touffus, moins ils auront confiance. Ils auront l'impression qu'on veut les arnaquer quelque part. Si vous les raccourcissez, vous leur dites clairement que vous êtes synthétique, que vous êtes facile à lire, et donc ça va les rassurer. Donc on fait ce premier travail, et ça c'est un travail qui est assez long, évidemment, et qui permet d'avancer, et ensuite qui va être retesté. Je reviendrai là-dessus après, mais comme vous avez vu au début dans le slide où je vous montre le processus de travail, il y avait un premier test utilisateur qui a été fait en amont sur une version existante du site, et on va faire un deuxième test utilisateur ensuite, non pas sur un site terminé, mais sur un prototype construit à partir de wireframe. Et donc on a fait tester ça à des gens, donc un site non terminé. Et je peux vous dire que c'est tout à fait indispensable de faire ça comme ça. Alors je voulais faire un petit aparté rapide pour vous expliquer comment vraiment on travaille et comment on peut tirer parti des contraintes existantes d'un site. Et c'est là, je pense, que toute la différence se fait entre quelqu'un qui conçoit un site de manière un peu instinctive et quelqu'un qui regarde vraiment ce que font les gens. Dans le domaine du crédit, vous avez déjà vu, je pense, la petite phrase qui est en haut, si vous avez déjà pris un crédit à la consommation, et vous vous rendez compte que cette phrase, elle est complètement illisible. Elle ne vous inspire pas forcément confiance parce que vous avez l'impression qu'elle est mal écrite ou qu'elle est mal mise en forme. En réalité, c'est une obligation légale. C'est le gouvernement ou l'État, enfin c'est une loi qui impose ça. Et nous, on s'est rendu compte de ça. Nos testeurs nous ont dit qu'est-ce que c'est que cette phrase, on ne la comprend pas, ça ne sert à rien, ou alors c'est bizarre, je me méfie de ce truc-là, c'est trop compliqué. Nous, on s'est dit on va reprendre cette phrase-là, et plutôt que de la laisser telle qu'elle en essayant de respecter absolument les obligations légales, on l'a reformatée, et résultat, vous obtenez les deux tableaux qui sont juste en dessous. Alors je ne sais pas si vous percevez la différence, je pense qu'elle est assez nette entre ce qu'il y a en haut et ce qu'il y a en bas, mais là, ce qui se passe, c'est que entre le modèle du haut et le modèle du bas, vous induisez beaucoup plus de confiance avec le modèle du bas. Et ça, c'est vraiment important quand on parle, évidemment, d'argent. Donc ça fait vraiment partie des choses sur lesquelles on va travailler. Donc vous voyez qu'on va vraiment loin dans le détail et qui vont permettre au final d'aboutir à une expérience utilisateur beaucoup plus satisfaisante pour les clients futurs de Honey. Alors, je vois que le temps court, il me reste 2 minutes. Juste pour terminer, et rapidement pour vous expliquer à quel point on peut progresser et aller en profondeur dans l'UX. Systématiquement aussi, dans tous les projets qu'on met en place, on interroge nos utilisateurs pour essayer de comprendre vraiment ce qu'ils ont ressenti et pour essayer de mesurer vraiment comment est l'expérience utilisateur sur ce site. Notamment, on met en place cet outil que vous voyez là, qui est un questionnaire attractif, qui permet à nos utilisateurs de noter l'interface à travers des paires de mots-clés. Et ce questionnaire permet, au final, d'avoir une vue mesurée et mesurable de l'expérience utilisateur. Ce qui, a priori, est impossible parce que l'expérience utilisateur, c'est de la psychologie. Ce que vous voyez là, c'est l'attractif en jaune du site avant qu'on commence à le refondre. Et en bleu, ce n'est pas l'attractif du site après, c'est l'attractif du site pendant la conception. Donc on a fait ça à peu près 2 mois après la prise en main du projet. Et vous voyez déjà qu'en interrogeant 12 personnes environ, après un test utilisateur, on a fait progresser l'utilisabilité sur plusieurs axes de progression. Cet outil-là, il est vraiment très intéressant et très important à utiliser parce que c'est un des seuls outils en UX qui va vous permettre vraiment de prendre la mesure de ce qui se passe sur votre site. Donc,
Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à découvrir le questionnaire attractif. Au final, on arrive à ce genre de maquettes, alors qui, en termes de design, ne sont pas forcément très très originales. Bon, j'espère que vous pouvez quand même ressentir la différence entre l'avant et l'après. Mais ce qui est intéressant de retenir là-dedans, c'est que tout ce qui a été fait sur ces pages-là a été, encore une fois, conçu de manière scientifique, en écoutant nos utilisateurs, en prenant en compte la data et en apportant des solutions qui, pour le coup, font partie de notre propre expertise. Donc, rapidement, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que par exemple, on a beaucoup joué sur les émotions en agrandissant les visuels. On a hiérarchisé les boutons. Donc, vous voyez maintenant la solution graphique. Et puis, vous ne voyez pas le reste de la page parce qu'elle est très très longue, mais on a beaucoup simplifié. Donc, je vous invite à aller voir directement sur le site de Honey. Vous verrez qu'il y a beaucoup plus d'espace blanc, beaucoup plus de lisibilité et des textes beaucoup plus courts. Une fois qu'on a mis ça en production, donc vous pouvez aller voir, comme je vous le disais, sur le site de Honey, une fois qu'on a mis ça en production, on s'est encore rassuré, alors c'est le client qui s'est rassuré lui-même, en mettant en place des tests AB pour mesurer les différences de performance entre les pages. Je vous ai mis un chiffre, parce que je n'ai pas vraiment le droit de divulguer les chiffres de Honey, mais sur certains produits, on était sur plus 10% en termes de taux de transformation mesuré. Ça veut dire 10% par exemple de demande de devis en plus sur des assurances-vie ou des produits comme ça. Ce qui est intéressant, c'est le résultat, bien sûr, mais c'est le fait que depuis le début du projet, on a garanti à notre client, de bout en bout, qu'on allait dans la bonne direction. Ce qui est rarement le cas, honnêtement, dans la conception de sites web, soit souvent parce qu'on n'a pas les moyens, soit parce qu'on n'adopte pas justement cette démarche centrée utilisateur. Donc pour conclure, je vous la ferai rapidement, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on travaille de cette manière-là, on en retire énormément de bénéfices. Et parmi les bénéfices principaux, il faut voir plusieurs choses. Un, le respect des délais de production. Et ça, c'est important parce que tout le monde sait très bien que dans le web, en informatique, on a quand même nettement tendance à déborder sur les délais. Les performances, j'en parle pas, vous avez vu, on les améliore systématiquement. La feuille de route, elle est claire dès le début du projet et elle est sûre. C'est-à-dire qu'en fait, on fait ce qu'on dit et on arrive à l'objectif. Et on n'arrive pas ailleurs qu'à l'objectif prévu au départ. Et puis un dernier point, et là je vous ai mis un petit lien que vous pouvez aller lire, aller voir, et, sur un texte que vous pouvez aller lire, pardon. On va y gagner aussi beaucoup en termes de coûts, alors non seulement de production, mais en termes de coûts de maintenance corrective après la mise en production du site, puisqu'en général, les projets qui sortent comme ça sont beaucoup plus fiables pour les utilisateurs et correspondent beaucoup plus à leurs attentes. Merci beaucoup.